Bonjour, donc, je suis Benoît Raphaël, j'étais journaliste, entrepreneur, expert et maintenant je suis éleveur de robots. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous dans la salle qui se disent, et surtout après les vacances, que le monde va quand même un tout petit peu trop vite et qu'il faudrait un petit peu ralentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il faut aller beaucoup plus vite encore ? Oui, parce qu'en fait, si on essaie d'aller plus vite, on se dit qu'il faut accélérer parce que finalement, il y aura toujours quelqu'un qui accélérera plus vite que nous. Sauf qu'aujourd'hui, il y aura un robot qui va accélérer plus vite que vous. Donc tout va beaucoup plus vite. Si vous prenez les médias, par exemple, il y a quelques années, c'était super simple. Quand on voulait avoir les informations, on avait une seule source d'information. On ouvrait le journal de 20 heures. Et puis si on voulait avoir une information de gauche, on ouvrait un journal de gauche. Une information de droite, un journal de droite. Et puis du centre, on prenait le quotidien local. Et tout allait très bien. Et puis évidemment, ça s'est beaucoup plus complexifié. Tout va beaucoup plus vite. Est-ce qu'on a envie de revenir à cet ancien temps où tout était beaucoup plus simple? On avait une seule source d'information ou très peu de sources d'information, au moins c'était clair, on savait qui donnait l'information. Et c'est vrai que dans des périodes de crise où tout va de plus en plus vite, on a tendance à se dire il faudrait prendre un peu de hauteur, s'élever un peu. Et moi j'ai toujours pensé qu'au contraire, dans ces périodes-là, il fallait prendre de la largeur, c'est-à-dire que dans un monde où on a l'habitude d'avoir le pouvoir qui dicte au peuple d'en bas, d'avoir aussi les médias qui diffusent de façon unilatérale une information toujours la même devant une audience qui est passive, eh bien, on a toujours eu besoin de plus d'horizontalité, c'est-à-dire de beaucoup plus de partage d'informations, de partage de pouvoir et de partage de savoir. Pourquoi ? Parce que simplement, ça rend le monde plus riche et ça permet de trouver aussi plus de solutions à un monde qui est beaucoup plus complexe. Et ça, Internet a permis ça. Et quand Internet est arrivé, moi j'ai toujours trouvé que c'était une chance incroyable de permettre à ceux qui n'ont pas accès forcément à la parole, ni au pouvoir, ni au savoir, de pouvoir avoir plus de connaissances, de pouvoir partager et de contribuer à changer un petit peu le monde. Et dès 2006, comme j'étais journaliste, j'ai commencé à créer des médias participatifs. Donc j'ai créé le Post.fr notamment, le Plus de l'Obs, le Lab d'Europe 1, parce que je pensais qu'il fallait justement pouvoir partager cette connaissance, et ça marchait très bien parce que finalement, quand les gens s'expriment, ça intéresse beaucoup de gens. Donc à l'époque, ça choquait un peu. Maintenant, ça ne choque plus personne, puisqu'avec les médias sociaux, tout le monde est devenu média. On n'a plus besoin, sauf pour le prestige, de faire appel à un média traditionnel pour pouvoir s'exprimer. Il suffit de prendre le micro et de se créer sa propre audience sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, il ne faut pas s'en plaindre. C'est une richesse incroyable. On a accès aujourd'hui à une source qui est vraiment infinie de contenus différents, d'opinions différentes. Donc c'est une immense richesse, mais c'est vrai, on s'en rend compte de plus en plus ces derniers mois, c'est un énorme bazar en fait. Et c'est une vraie pagaille. Et donc, comment on fait pour trier tout ça ? Donc on a essayé de le faire avec la technologie, les fameux algorithmes, qui ont un effet pervers au bout d'un moment, puisque finalement, ils ont fini par créer ce que j'appelle moi l'effet de machine à laver, c'est-à-dire qu'à force de trier par des algorithmes de personnalisation, des algorithmes de viralisation, ils finissent par soit nous envoyer vers des fausses informations, et on l'a vu de façon assez alarmante lors des dernières élections américaines et françaises, soit de nous enfermer dans des bulles de filtre et de nous éloigner de toute opinion contraire ou de toute idée nouvelle. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, finalement, cette richesse-là, elle est en train de nous enfermer. Et ce qui est en train de nous rendre actifs est en train de nous rendre passifs. On finit par ne plus faire confiance à personne. Et les algorithmes ne suffisent plus. Alors comment on fait ? Et donc là, c'est vrai que si on voulait vraiment avoir un vrai tri de l'information juste pour nous, il faudrait que chaque individu, chacun d'entre vous, en fait, puisse avoir accès à une dizaine, voire une centaine peut-être, de journalistes, d'experts qui iraient chacun trier l'information juste pour lui. Donc ça, évidemment, ce n'est pas possible, ça coûte beaucoup trop cher. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas recréer cette rédaction personnelle d'experts et de journalistes grâce à l'intelligence artificielle ? Et c'est comme ça qu'on a créé Flint. Donc, qui est abonné à Flint dans la salle ? Ah cool, il y a encore plein de gens abonnés alors. Donc Flint, vous pouvez vous abonner sur flint.media, est une intelligence artificielle. C'est un agent, un assistant média personnel.
L'idée, en fait, était de créer un robot qui soit pour moi un guide dans l'univers très complexe en fait, de l'information, de la connaissance, une intelligence artificielle qui apprenne à me comprendre, mais aussi à me surprendre pour me sortir de la bulle dans laquelle m'enferment les réseaux sociaux. Une intelligence artificielle qui m'enverrait tous les jours, par mail, dans une newsletter, juste pour moi, parce que vous savez, quand on est média, on s'adresse à une cible. Eh bien, Flint, il s'adresse à moi, c'est-à-dire à un humain, parce que je ne suis pas une cible, en fait, je suis un humain dans toutes mes différences et dans toutes mes spécificités. Et qui me les envoie donc tous les jours par mail. Salut Benoît, je m'appelle Flint, voilà ce que j'ai trouvé pour toi. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut arriver à me comprendre. Moi-même, j'ai du mal à me comprendre. Et comment surtout elle peut arriver à déterminer ce qu'est un article de qualité. Parce que l'objectif de Flint, c'est dans toute cette pagaille d'arriver à trouver non seulement des articles qui m'intéressent, mais aussi des articles qui sont de vraie qualité. Alors je vais vous montrer une photo. Donc vous voyez ces deux êtres. Quelle est la différence entre ces deux personnages? La différence la plus évidente. Pardon? C'est quoi? Les poils. C'est vrai que Flint n'a pas de poils. Mais là, on pourrait parler d'un chien. Alors c'est quoi la différence entre un chien et un chat? Ben, vous voyez, donc ça devient de plus en plus compliqué. Il faudrait rajouter des tas de critères pour permettre à un robot, à un programme, d'identifier en fait le chat du robot, par exemple, et de savoir reconnaître un chat. Et comment est-ce qu'on arrive à déterminer la qualité? Et quelle est la différence entre un algorithme et une intelligence artificielle? Les algorithmes dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent nous enfermer au bout d'un moment, c'est qu'en fait, l'algorithme il se programme, alors que l'intelligence artificielle, elle s'éduque. Donc vous voyez l'exercice qu'on a fait. Qu'est-ce qu'un chat? Donc vous allez dire, ben, le chat, il a des poils. Ok. Alors, il y a des chats sans poils. Hein. Puis il a des oreilles. Et puis il a telle ou telle couleur. Et puis il fait des trucs rigolos avec des cartons, etc. Bon. Donc bon, vous accumulez les critères. Et on sait d'ailleurs en programmation, voire en mathématiques, que plus on accumule les critères, au bout d'un moment, en fait, le résultat finit par arriver à un plateau, à ne plus s'améliorer. Et parfois même, on a des incohérences. Et on le voit aujourd'hui. Sur Internet notamment. L'intelligence artificielle, elle s'éduque, donc ça veut dire qu'il faut créer une relation avec l'intelligence artificielle. Et on va lui expliquer, ça c'est un chat, puis on lui montre une autre photo, on lui dit ça c'est pas un chat, on lui montre une photo de chat, c'est un chat, on lui remonte Flint, c'est pas un chat, puis on lui montre une photo de chat sans poil, c'est un chat, et on lui dit rien d'autre. Et en fait, que fait l'intelligence artificielle? Grâce à une technologie qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire en fait c'est du machine learning, c'est-à-dire de l'apprentissage automatique qui est associé à ce qu'on appelle les réseaux de neurones. En fait, il va prendre tous ces critères-là, tous les critères imaginables. En fait, il va les effacer, il va les transformer en neurones. Un neurone est neutre. Donc, il va prendre par exemple 100 neurones et il va créer toutes les interactions possibles entre ces neurones-là pour essayer de parvenir au résultat le plus proche de ce qui est un résultat positif, c'est-à-dire c'est un chat. Donc c'est pour ça qu'on lui dit c'est un chat. On lui donne des données au départ et à la fin on lui dit c'est un chat. Et il essaie de se rapprocher de ce résultat dès qu'il voit une photo et il essaie de voir si ça se rapproche de ce qui est un chat uniquement en faisant ces calculs-là. Donc il n'a pas de critères. Mais quand on essaie de déterminer non pas un chat mais un article de qualité, c'est quoi un article de qualité? Un chat c'est assez objectif. Un chat il a des poils, bon, a priori c'est pas complètement relatif. L'article de qualité, eh bien, ça dépend de vous. Ça dépend de chacun d'entre nous. En fait, on a chacun nos propres critères en fait, de qualité. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Donc, quand on a lancé le projet Flint, moi, je suis allé voir ma communauté sur Internet. On ne voulait pas trop de monde au départ. Maintenant, elle a grossi, cette communauté. On a 5000 personnes. Et je leur ai dit, voilà, on a ce projet-là. On a un but qui est d'essayer d'arriver à trier les articles de qualité. On a une intelligence artificielle qu'il faut éduquer. Je ne sais pas si ça marche. Donc, je vais vous le mettre entre vos mains et vous allez vous abonner. Vous recevrez tous les jours une newsletter de votre propre robot qui vous enverra juste à vous des articles et qui, petit à petit, grâce au clic d'abord que vous allez faire sur les liens, et puis un peu plus profondément si vous voulez, vous allez l'éduquer et on va voir si ça marche. Donc on a lancé ça en février dernier. Aujourd'hui, donc on a 5000 abonnés gratuits, hein, parce que c'est gratuit comme service, qui aujourd'hui éduquent leurs petits robots. Puis ça les a tellement passionnés qu'on a fini par créer pour eux un centre d'entraînement des robots
où ils vont sur cette page-là et Flint leur amène différents articles où ils pensent que ça va pas, il ne sait pas trop, et on répond j'aime, je clique sur le vert, j'aime pas, je clique sur le rouge, si je ne sais pas, je clique sur rien. Et petit à petit, en fait, le robot finit par apprendre, comprendre, et non seulement proposer des articles personnalisés, mais aussi toujours essayer de surprendre et de sortir en fait l'utilisateur de la bulle en l'emmenant vers d'autres sujets que ceux qu'il nous a indiqués. Donc chacun a son petit robot, mais après il y a des experts qui sont venus nous voir, qui nous ont dit oui, c'est bien, Flint, il est sympa, il m'amène des infos tous les jours, tous les matins, mais moi en tant qu'expert, j'aimerais bien en fait avoir un robot qui puisse m'aider dans ma veille quotidienne, dans mon travail, dans ma spécialité. Et donc on a créé pour eux des centres d'entraînement professionnels des robots pour créer des robots experts. Et puis on s'est dit, finalement, ces robots experts entraînés par des gens, par des personnalités, ça peut intéresser d'autres personnes de s'y abonner aussi. Pas de les éduquer, puisqu'ils ont été déjà éduqués par les experts, mais un peu comme on s'abonne à une playlist, on pourrait s'abonner à ces robots-là. Donc on a créé 3 robots. Il y a Jeff, que j'ai créé moi, qui parle de l'innovation, la mutation des médias. Donc je vous invite à vous y abonner également. Yolo, qui est entraîné par Anne-Sophie Novelle, qui est journaliste au Monde et écrivain, qui parle de l'environnement. Et Gordon, le petit dernier que je vous montrerai tout à l'heure, qui lui parle de la fintech. Et puis après, il y a des entreprises qui étaient aussi intéressées, notamment parmi les abonnés, qui nous disent « mais nous, on aimerait bien avoir un petit robot aussi pour l'entreprise, pour nos collaborateurs ». Donc là, on a lancé une grande procédure d'adoption de robots. Donc on a créé des bébés robots que l'entreprise peut adopter et qui ensuite va être entraîné par les collaborateurs. Donc comment ça se passe? Donc on crée d'abord un bébé robot sur une thématique qui intéresse l'entreprise. Le bébé robot est livré. On choisit en fait 2 parents adoptifs dans l'entreprise. On peut en choisir plus, mais 2 c'est bien. On peut aussi choisir des parrains qui vont regarder un petit peu tout ça. Et puis une fois qu'il commence à être bien entraîné et à fournir des résultats vraiment intéressants, on lui donne un prénom, un petit nom. Et puis ensuite, on leur pose des questions sur des matières, la personnalité du robot, sur la couleur. Et pourquoi on pose ces questions-là? Parce qu'en fait, le robot devient un compagnon de l'entreprise. Il va s'adapter aussi à l'entreprise et ça devient un peu comme un compagnon, un peu comme un totem. Si vous avez lu Durkheim, vous comprendrez, de l'entreprise. Et donc, une fois qu'on a toutes ces informations-là, on leur propose, notre artiste fait 3 croquis. Et là, on débat. Et on va voter pour un des 3 robots, puis on peut aussi mixer l'un et l'autre, la tête de l'un qui va sur le corps de l'autre, etc. Et une fois que c'est fait, eh bien, le robot est prêt il a un vrai visage, il a une vraie apparence, donc il existe. Et il est prêt à envoyer sa newsletter à l'ensemble des collaborateurs. Il peut même dire bonjour aux gens. Donc on peut désormais, à côté de Flint, adopter un bébé robot. Alors un bébé robot, ça ressemble à quoi? Je vais vous montrer, il est trop mignon. Alors ça, c'est bébé Flint. Donc on a trop envie de l'adopter. Hein. Donc bientôt, ça sera possible. Donc vous voyez, en fait, on n'est pas en train de parler d'un outil de veille. On n'est pas en train de parler d'une plateforme de veille. On est en train de parler d'une expérience d'élevage, d'une intelligence artificielle. Évidemment, la veille est très importante puisqu'il va chercher de la qualité. Mais c'est bien cette expérience-là qui est intéressante, qui nous interroge aussi sur notre rapport à l'information, parce que l'enjeu, il n'est pas tant de trier l'information, c'est celui-là évidemment, mais c'est aussi et surtout de reprendre le contrôle de notre information, de reprendre le contrôle de l'information dans un monde qui va de plus en plus vite. Et pour le faire, on a besoin des intelligences artificielles. Alors vous allez me dire, l'intelligence artificielle, elle fait peur. Les robots, enfin non, pas ceux-là, ils ne font pas peur. Celui-là non plus. Bon. En tout cas, ils ne font pas peur, mais ils pourraient faire peur. Parce qu'on se dit, ils vont tellement vite, en fait, ils vont finir par nous remplacer. Et en fait, la question, elle n'est pas de savoir s'ils vont nous remplacer. Parce que ils nous remplacent si on se comporte nous-mêmes comme des robots. Si nous-mêmes, on essaie d'aller aussi de plus en plus vite. Donc bien sûr qu'ils seront plus efficaces que nous, et on en a besoin parce que le monde va de plus en plus vite. Donc la question, elle n'est pas de savoir s'ils seront plus efficaces que nous ou pas dans certains secteurs. La question, elle est plutôt de savoir si on est capable de les contrôler. La question, c'est le contrôle. Et dans ce monde-là, qui va de plus en plus vite, l'enjeu aujourd'hui, il est d'apprendre à travailler avec ces intelligences artificielles. Parce que si effectivement, elles deviennent de plus en plus intelligentes, eh bien, elles peuvent peut-être nous aider, si on apprend à travailler avec elles, à devenir nous-mêmes plus intelligents et peut-être demain nous permettre aussi de pouvoir enfin prendre le temps. Je vous remercie.